Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre très nombreuse présence à ce webinaire organisé par ESS France pour vous présenter le plan d'action de la Commission européenne pour l'économie sociale en Europe. Je voulais remercier les organisateurs parce que même si c'est ESS France qui l'organise et que j'en suis le président, bien évidemment, il y a des collaborateurs derrière tout ça et je les remercie de cette très belle organisation et a priori de ce qui s'avère être en principe un succès. Je voulais remercier également nos intervenants principaux, Patrick Klein d'abord, qui est chef d'unité avec plein de choses dans son package à la commission, mais il le dira lui-même. Mais Patrick, c'est non seulement un expert évidemment, mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui est, pardon de le dire Patrick, mais engagé pour l'économie sociale, qui nous accompagne depuis déjà beaucoup d'années dans la promotion de l'économie sociale, dans toute sa transversalité au sein des politiques de la Commission. Et puis Victor Messeguer, qui est le directeur de Social Economy Europe, qui incarne pas lui tout seul, mais qui incarne beaucoup l'obstination avec laquelle Social Economy Europe, qui fédère des réseaux européens et des coupoles nationales, à l'instar de SS France, pour promouvoir l'économie sociale en Europe auprès de la Commission, bien sûr, auprès du Parlement européen aussi, puisque Social Economy Europe anime l'intergroupe parlementaire sur l'économie sociale. Quelques éléments de contexte pour commencer. Vous le savez sans doute, c'est pour ça que vous êtes là. La Commission européenne et au premier chef Nicolas Schmit avec son collègue Thierry Breton, commissaire européen, tous deux, ont présenté le 9 décembre dernier un plan d'action de la Commission pour l'économie sociale en Europe. Évidemment que ce plan d'action a fait l'objet d'un très long travail de concertation. Il y a eu des contributions, il y a eu aussi beaucoup de relations de travail entre les réseaux de l'économie sociale et au premier chef, encore une fois, Social Economy Europe, dont je suis par ailleurs vice-président. C'est en résonance, ce contenu, avec les travaux qui ont été faits en termes de plaidoyer dans la plupart des États membres de l'Union. On n'a pas tous la même ni implantation ni structuration en termes d'économie sociale en Europe, mais moi, partout là où elle existe, nos amis de chacun des États membres ont pu faire en sorte que ce plan d'action puisse être étayé par des contributions et par des actions d'influence auprès des gouvernements. Le plan d'action n'est pas une finalité en soi, il demande à être encore traduit dans beaucoup de politiques publiques, il faut donc bien le comprendre. Pour le comprendre, il faut peut-être se faire expliquer, il faut échanger, il faut travailler aussi à lui donner du contenu, et puis il faut sensibiliser les acteurs de l'économie sociale et solidaire en France, mais aussi ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que parmi les plus de 400 participants qui sont inscrits à ce webinaire, nous avons non seulement nos amis d'outre-mer, des outre-mer français, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, me dit-on, mais aussi dans d'autres pays européens. Nous avons, je crois, des amis italiens, espagnols, belges, roumains, et même encore au-delà, mais l'amitié franchit les océans, des amis québécois. Le rôle de SS France, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'ESS en France, des têtes de réseau, des fédérations professionnelles, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, différents types d'acteurs qui agissent en transversalité pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, notre rôle, c'est de vous permettre de décrypter les enjeux, de comprendre les outils et les politiques qui sont envisagés. Les politiques publiques, elles, demeurent encore à construire. Ça, je laisserai Patrick Klein nous expliquer en quoi ce sera le cas. Évidemment que la présidence de l'Union, du Conseil de l'Union, pardon, devra enclencher aussi un peu d'énergie dans l'affaire. À ce stade, la feuille de route de la présidence française de l'Union européenne ne prévoit rien pour décliner le plan d'action, mais dans les 6 mois qui vont venir, nous aurons des rendez-vous importants pour que la présidence française prépare les présidences futures, avec quelques États membres d'ailleurs très engagés sur l'économie sociale, pour décliner ce plan d'action. Les événements et les rendez-vous que j'évoquais, il y en a notamment deux qui vont se dérouler à Strasbourg, la capitale de l'Europe, bien sûr, n'en déplaise aux Bruxellois, mais je dis ça pour satisfaire nos amis strasbourgeois qui sont également présents. Sandra Guillemin de l'Eurométropole de Strasbourg interviendra tout à l'heure pour préciser sans doute le cadre de ces rendez-vous à Strasbourg. Il y en a au moins deux.
Le 17 février, il y aura un sommet des ministres de l'Union consacré à l'économie sociale. Et puis les 5 et 6 mai, ça devait en fait avoir lieu du 16 au 18 février, mais compte tenu des conditions sanitaires, ce n'est plus possible d'accueillir autant de monde. Mais plusieurs milliers de personnes, en revanche, sont attendues les 5 et 6 mai à Strasbourg. Ce sera le rassemblement des acteurs européens de l'économie sociale et nous vous y attendons le plus nombreux possible. Le programme est en cours de construction, mais je laisserai Sandra nous dire comment et pourquoi. Je vais donc maintenant passer la main d'abord à Antoine Détourné, que je vous présente, qui est délégué général de SS France, qui va animer ce webinaire avec des intervenants pas très paritaires, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, moi je vais m'effacer, comme ça en fera un de moi. Mais fort heureusement, Sandra va nous rejoindre tout à l'heure pour rééquilibrer un peu tout ça. Merci à vous tous d'être aussi nombreux et de montrer de l'intérêt à ce plan d'action de la Commission européenne. Bonjour à toutes et tous, je prends le relais de Jérôme, merci, qui disparaît mais continue de nous écouter. Merci d'être aussi nombreux. On va vous poster un petit message dans le chat dans les quelques secondes qui arrivent pour que vous puissiez voir comment vous pouvez nous poser des questions, parce que l'idée, c'est pas que cette présentation soit descendante, mais bien qu'elle puisse appeler des remarques de votre part et que on puisse apporter des réponses aux questions que vous vous posez ou aux suggestions que vous avez à effectuer. C'est l'intérêt de ce type de webinaire, de pouvoir organiser ce genre d'échange. Comment on va organiser cette heure et demie, si vous le voulez bien? On commencera par proposer à Patrick Klein un moment de cadrage, de présentation de la démarche de ce plan tant attendu, comment il a été travaillé, quelles sont les ouvertures, comment il a été structuré, pourquoi, que vous puissiez avoir tous les éléments et les intentions de la Commission européenne autour de ce plan. Ensuite, on donnera la parole à Victor Messeguer, donc qui est le directeur de Social Economy Europe, qui nous fera le moment pédago, on va dire ça comme ça, où il nous présentera, on va dire, de manière assez didactique le contenu de ce plan. On a utilisé parfois peut-être de manière un peu pompeuse le terme de décryptage. Il n'est pas crypté, le plan d'action de la Commission européenne, mais il mérite d'être présenté, explicité. Et puis interviendront ensuite en réaction à ces deux présentations, interventions, une personne du RTES, alors je crois que c'est Patricia Andriot, c'est en train de m'être confirmé, qui en est la vice-présidente, le RTES qui est le réseau du territoire pour une économie sociale, et puis également Sandra Guillemin qui nous parlera des perspectives de mobilisation autour des événements qui ne manqueront pas d'intéresser tout le monde à Strasbourg, et puis nous acheminerons à ce moment-là vers la conclusion de cet événement. N'hésitez pas, petite question dans le chat, si vous en avez, on essaiera de les retraduire, de les faire remonter à tout le monde. Les participants et intervenants, normalement, les voient. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Patrick, donc pour Patrick Klein pour cette présentation, introduction, cadrage du travail qui a été mené ces derniers temps et des perspectives autour de ce plan d'action. C'est à vous. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous présenter ce plan d'action. En effet, un plan d'action qui était attendu par les différentes parties prenantes, différents acteurs européens de l'économie sociale et solidaire. Je suis très heureux aussi d'être aussi avec Victor cet après-midi aussi pour ce décryptage. Nous étions déjà présents il y a quelques semaines de ça aussi. J'étais resté à Bruxelles pour un grand événement de SS France, donc à Paris, où malheureusement je n'ai pas pu venir en raison des conditions sanitaires et des règles qui étaient imposées à la Commission européenne. Je vais intervenir sur différentes thématiques et Victor pourra compléter, je pense.
ces commentaires. Je vais essayer de me focaliser sur plusieurs points. Le premier, c'est tout d'abord répondre à cette question, à quoi répond le plan d'action, de voir un peu les travaux préparatoires que nous avons mis en place au niveau de la Commission européenne, et de traduire avec vous rapidement les principales actions que nous avons décidé de mettre en œuvre, et d'avoir une sorte de prospective également sur les mois et les années à venir, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est un plan d'action qui existe depuis le 9 décembre 2021 et qui devrait courir jusqu'en 2030. Donc on a quand même 10 ans, je dirais, de mise en œuvre de différentes actions, et d'une stratégie que nous voulons pertinente et avec de l'impact sur l'économie et sur nos territoires. Donc sur le premier point, à quoi répond le plan d'action? Je pense d'abord qu'il faut souligner que ce plan d'action, c'est déjà une demande qui est venue de la part des différentes parties prenantes depuis plusieurs années, afin d'établir un document politique qui favoriserait le développement des organisations et des entreprises de l'économie sociale en Europe. Je voudrais rappeler, par exemple, que notre groupe d'experts, le groupe d'experts économie sociale et entreprise sociale, avait en 2016 fait paraître un rapport, le rapport donc du G16, qui demandait à la Commission européenne de mettre en œuvre de créer un plan d'action sur l'économie sociale. Nous avons aussi suivi avec beaucoup d'attention les différents travaux qui ont été menés tant au comité économique et social européen, au comité des régions, au niveau de l'intergroupe du Parlement européen, pour lancer aussi une réflexion, une pré-réflexion, je dirais, concernant la préparation de ce plan d'action. Le moment clé, c'est bien sûr la lettre de mission qui a été donnée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à Nicolas Schmit, et qui demandait, dans le cadre du mandat qui était donné au commissaire Nicolas Schmit, de créer justement, d'élaborer un plan d'action pour l'économie sociale. Alors, il y a énormément de travaux préparatoires qui ont eu lieu au niveau de la Commission depuis le début 2020. Donc, tout d'abord des travaux en interne, je dirais. Nous avons mis en place un groupe interservices entre de nombreuses directions générales, ce qui montrait bien le caractère très transversal des politiques d'économie sociale que nous voulions mettre en œuvre. Il y a eu plusieurs réunions à très haut niveau entre plusieurs commissaires européens. On appelle ça dans le jargon communautaire un groupe projet, en interne mais aussi en externe, puisque nous avons consulté les acteurs de terrain. Nous avons reçu environ 150, 160 réponses à certaines questions que nous avions sur l'élaboration de ce plan d'action. Et aussi, nous avons eu l'année 2020 et 2021 qui a été jalonnée par pas mal de rendez-vous de parties prenantes sur ce qu'on appelait donc notre chemin vers Mannheim, The Road to Mannheim, qui s'est concrétisé avec cette grande conférence qui a eu lieu, malheureusement online, au mois de mai cette année, avec une déclaration demandant aux services de la Commission de travailler dans plusieurs domaines. Donc, de nombreux travaux, de nombreuses réflexions, de nombreux groupes de travail pour une parution donc, de ce plan d'action le 9 décembre de l'an passé. Une communication, donc un plan d'action qui est une communication de la Commission européenne et qui est accompagné aussi par ce qu'on appelle des documents de travail, des staff working documents, 2 staff working documents, dont un, et je reviendrai tout à l'heure sur ce document de travail, présentant des scénarios possibles pour la transition écologique et transition digitale. Donc,
c'est un plan d'action qui s'insère véritablement dans les stratégies de la Commission européenne. Je voudrais juste en souligner trois, qui est celle de la résilience, bien sûr, face au Covid, face à la pandémie. On a vu les acteurs de l'économie sociale qui étaient présents en front line dans le cadre de cette lutte contre le virus. Également, des éléments importants sur la transition. Le plan d'action est un élément, je dirais, de mise en œuvre de notre Green Deal européen. Et enfin, un élément très important aussi sur la mise en œuvre des principes même du pilier européen des droits sociaux. Je pense particulièrement à assurer un niveau d'emploi élevé au niveau de l'Union européenne, lutter contre l'exclusion sociale, nombre de personnes qui sont en risque de pauvreté. Donc vraiment un document politique fort, pertinent, qui s'attache aussi à défendre les principes, je dirais, voulant mettre en œuvre vraiment des principes clés sur les objectifs de développement durable. Voilà, donc un petit peu cette jeunesse, je pense qu'il est important aussi de le rappeler, il est important de souligner aussi tout le travail qui a été mené avec tous les collègues de la Commission européenne sur cette thématique. Maintenant, en termes d'objectifs, quels ont été les objectifs qui ont été mis en œuvre et qui ont été présentés dans ce plan d'action? Je crois qu'il faut en souligner 4. Le premier concerne une meilleure définition, de mieux cerner ce concept d'économie sociale. Le second concerne la création d'un environnement beaucoup plus adéquat pour favoriser le développement des entreprises et des organisations de l'économie sociale. Le troisième point important, c'est de renforcer ces opportunités aussi au niveau économique et social pour ces entités. Et enfin, le quatrième point, c'est d'assurer une certaine reconnaissance de l'ESS et d'assurer le développement de son potentiel. Alors, tout d'abord, sur ce concept d'économie sociale. Alors ça, il y a eu beaucoup de discussions au niveau européen. Alors, si je peux me permettre, je crois qu'en France, c'est peut-être un peu plus simple. Si je peux m'exprimer ainsi, plus simple parce qu'il y a une loi déjà qui existe, c'est la loi de 2014, stipulant clairement les entités faisant partie de l'économie sociale, ce qu'on attend d'elles, etc. Mais lorsqu'on se met au niveau de l'Europe, on voit bien que certains États membres ne disposent pas de loi. Certains États membres s'interrogent encore sur la valeur ajoutée à apporter à des politiques publiques qui visent à développer l'économie sociale. La Commission européenne a décidé de définir, de conceptualiser l'économie sociale en rappelant les grandes familles qui faisaient partie de cette économie sociale, qui sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, et elle rappelle aussi le développement depuis maintenant plusieurs années de ce qu'on appelle des entreprises sociales qui peuvent prendre aussi des formes juridiques comme des coopératives, des associations, et que de nouvelles formes juridiques continue de se développer au niveau européen et qu'il est important d'en prendre acte. Pour nous, cela reste important. Ça montre bien que cet écosystème, je dirais, d'économie sociale est un écosystème qui est tout à fait vivant, qui continue à se diffuser avec dans de nombreux secteurs d'activité. Bon, je ne vais pas revenir, vous connaissez ça mieux que moi. Nous avons des entreprises de l'économie sociale et des organisations de l'économie sociale qui sont présentes un petit peu partout dans différents secteurs, et on le voit bien que c'est la même chose au niveau des différents États membres. Après, le fait de mieux comprendre, de mieux cerner ce concept d'économie sociale, nous avons aussi décidé de travailler, je dirais, sur un cadre qui est propice.
une fois la définition, le concept mis en valeur. Alors, nous avons décidé, je ne rentrerai pas trop dans les détails, je pense que Victor aussi en parlera tout à l'heure, nous avons décidé, et nous avons vu dans les différentes discussions que nous avons pu avoir avec les parties prenantes qu'il était important pour élaborer des cadres cohérents pour l'économie sociale, nous devions prendre en compte la nature spécifique et les besoins spécifiques de ces organisations et entreprises pour agir. La commission a ainsi décidé de travailler pour 2023, donc elle va commencer déjà dans les semaines à venir, mais de travailler à une recommandation du Conseil, donc qui est un document à valeur juridique, à portée juridique, et travailler pour aider certains États membres, et notamment certains États membres qui ne disposent pas d'un cadre juridique propice au développement de ces organisations et de ces entreprises, de les aider à mieux créer des conditions propices pour le développement de ces entités. Donc, dans cette recommandation du Conseil, il y aura des éléments concernant la fiscalité, les aides d'État, les marchés publics, etc., etc. Ça, c'est, je dirais, le premier morceau, je dirais, le premier gros travail que nous allons mener, notamment sur le développement d'un cadre propice au niveau européen. Quand on remarque également, si je rentre un peu plus dans les détails, c'est la question des marchés publics. Nous avons beaucoup travaillé sur la question des marchés publics au niveau de l'Union européenne, les marchés publics socialement responsables. Il ne faut pas oublier que ces marchés publics, enfin les marchés publics en général, représentent 14% du PIB européen, que depuis 2014, nous avons mis en place des réformes dans le cadre des marchés publics, où il y a des possibilités, non pas des obligations, mais des possibilités par les adjudicateurs publics de travailler sur des questions sociales, de réserver des marchés, etc. Alors, nous-mêmes, ces dernières années, nous avons vu qu'il était important d'échanger les bonnes pratiques, qu'il était important de comprendre ce qui se passait au niveau local, territorial, de voir exactement ce qu'on pouvait faire pour former aussi les personnes qui travaillaient, les adjudicateurs publics au niveau européen, et leur faire comprendre que il y avait des possibilités et nous les invitions à utiliser ces possibilités. Nous avons créé des guides, nous avons fait des formations dans des différents États membres et nous allons continuer dans les années à venir à travailler à de la formation professionnelle, de la formation continue pour ces adjudicateurs publics, pour continuer à mettre en exergue de bonnes pratiques et des exemples qui sont pertinents. Continuer de travailler avec les collectivités locales et régionales pour renforcer ces marchés publics socialement responsables. Donc, je crois que ça c'est très important. C'est très important de travailler sur ces marchés publics et il est tout aussi important de travailler avec ces collectivités territoriales, locales et régionales parce qu'elles sont au cœur, je dirais, de la réussite de cette stratégie d'économie sociale. Nous avons mis en place dans ce cadre un projet que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui est le projet Les régions européennes de l'économie sociale, où nous avons aussi voulu créer des partenariats, renforcer des bonnes pratiques pour réduire les disparités qui existaient au niveau européen dans le développement des territoires en utilisant ces entreprises et ces organisations de l'économie sociale. Nous avons cofinancé et nous allons continuer de cofinancer des partenariats transnationaux, transrégionaux. Alors, je vais prendre l'exemple de la France. Je pense qu'il y a énormément
d'excellents exemples en France qui doivent être disséminés, qui peuvent être aussi co-construits avec d'autres autorités régionales européennes. Je pense à la question des budgets participatifs, les tiers-lieux, un projet que moi j'aime particulièrement, alors je m'avancerai un petit peu, mais je pense que qui est le territoire zéro chômeur. Donc, et on voit bien que la région Bruxelles-Capitale, ici, s'intéresse beaucoup à répliquer aussi ce type de projet. La question des clusters, donc des pôles territoriaux de coopération économique. Nous avons récemment lancé une étude qui s'est concrétisée par un rapport où nous avons pu répertorier l'ensemble des clusters qui existaient au niveau européen. Là encore, il y aura du budget pour faire ces partenariats, ces coopérations transnationales avec pas mal de programmes. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura des soutiens financiers bien particuliers avec des outils que vous connaissez, le Fonds social européen, FSE+, le FEDER, les fonds pour la transition juste. Donc là encore, un travail que nous allons mener dans le cadre de ce soutien. Mon troisième point concernait le développement. Donc, il est bon d'avoir un cadre, j'en ai parlé, il est bon aussi de le soutenir. Il faut aussi développer. Comment peut-on développer les entreprises et les organisations de l'économie sociale? Eh bien, je pense qu'il est très important déjà de commencer à travailler sur la question des compétences, donc des skills. Donc, nous sommes en train de mettre en place un pacte pour les compétences avec différents acteurs. C'est de travailler aux compétences donc des travailleurs, je dirais, dans ces entités. À partir de 2022, nous allons mettre en place des plateformes de mise en réseau de connaissances, d'orientation des ressources pour soutenir ces signataires du pacte. En théorie, la présentation de ce pacte pour les compétences pour l'économie sociale sera faite à Strasbourg au mois de mai cette année lors de la grande conférence. Développement, oui, c'est aussi développer l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat coopératif, un entrepreneuriat social. Nous avions mené des travaux et nous avions cofinancé des projets au niveau de la Commission européenne. Je vous donne un exemple, celui de l'entrepreneuriat coopératif, où nous avions financé, par exemple, des consortia visant à travailler avec des universités, avec des instituts de technologie, avec des écoles secondaires supérieures, pour inciter les jeunes à mieux comprendre l'entrepreneuriat coopératif, pour soutenir aussi les professeurs qui ne connaissaient peut-être pas forcément l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils puissent s'insérer dans le cadre de leur formation cette thématique. Sachez qu'en 2022, cette année, nous allons lancer une académie de l'entrepreneuriat des jeunes pour travailler sur cette thématique. Nous voulons aussi renforcer un autre instrument européen qui est important, qui s'appelle Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, pour faire des échanges entre pays, pour que ces jeunes aussi puissent partir dans d'autres pays pour être formés à l'économie sociale, à l'entrepreneuriat social. Ce projet existe déjà depuis plusieurs années. On a eu, je crois, environ 1000 échanges ces dernières années pour les jeunes qui veulent mettre en place un projet d'entrepreneuriat social, et nous voulons continuer à renforcer cette dimension qui est importante. Compétences, esprit d'entreprise et bien sûr le financement, j'en ai parlé. Il ne faudra pas oublier que nous avons des instruments financiers bien particuliers. Sans rentrer dans les détails, nous avons les perspectives financières, InvestEU. Nous avons aussi, et soulignons-le, c'est important, c'est ce Next Generation EU, donc ce sont ces plans de résilience et de retour à la croissance qui sont mis en place dans les différents États membres avec les services de la Commission. Là encore, on a pu voir dans différents États membres des projets qui seront portés
par les autorités publiques et qui vise à favoriser le développement de l'économie sociale. Voilà. Dernière thématique, pour soutenir, je dirais, ces entreprises, c'est bien sûr la question des transitions. Je l'ai souligné lors de mon introduction. Notre objectif, c'est également de réfléchir avec les parties prenantes, les acteurs de l'économie sociale à la question de la transition. Comment ces acteurs peuvent être des acteurs clés permettant la transition écologique, verte et la transition digitale. La Commission européenne a décidé que l'Union européenne devait devenir une zone neutre, je dirais, à gaz à effet de serre en 2050. Comment ces acteurs de l'économie sociale peuvent aussi influencer, je dirais, ce déroulé, ce narratif. Alors, on le voit bien, il y a énormément d'exemples qui existent. Je pense aux coopératives citoyennes pour l'énergie, la question du transport avec la promotion des mobilités douces, l'agroécologie, les circuits courts, la question du digital beaucoup plus inclusif dans les territoires, la question des plateformes coopératives, notamment en termes de question de travail. En soi, la question primordiale, c'est de dire mais comment la nouvelle politique industrielle que nous voulons mettre en place, que nous sommes en train de mettre en place, peut allier, je dirais, peut mettre au cœur de ses priorités l'humain. Donc là encore, beaucoup de travail qui nous attend. Nous avons le 9 décembre créé, je dirais, nous avons également, dans le cadre du paquet plan d'action sur l'économie sociale, diffusé un document de travail sur des différents scénarios pour justement travailler avec les stakeholders à créer ce qu'on appelle des voies de la transition. Nous invitons les acteurs de l'économie sociale à répondre justement à ces questions que nous avons. Nous avons proposé différents scénarios. Est-ce que ce sont des bons? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait être encore mis en exergue? Et du 1er mars jusqu'à l'été, nous allons co-créer avec ces acteurs de l'économie sociale européenne c'est en anglais Transition Pathway, donc c'est ces voies pour la transition. Alors le document final tel qu'il va être établi, on n'a pas encore, je dirais, le format, mais c'est un document qui engagera aussi les acteurs de terrain à faire, je dirais, des actions bien pertinentes en la matière. Enfin, et ça sera peut-être mon mot de conclusion, le dernier point, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'économie sociale, c'est une économie qui est transversale, plurielle, dans ses manifestations, dans ses approches pratiques, etc. Et elle a été présente, et elle est présente dans énormément de politiques européennes. Nous avons vu que jusqu'à l'établissement de ce plan d'action, l'économie sociale avait été soulignée et présente dans plus d'une vingtaine de documents politiques européens. Politique donc des droits fondamentaux, politique industrielle, politique des PME, politique régionale, digitale. Donc énormément, je dirais, de choses qui sont en train de se passer. Donc il y a vraiment un véritable momentum, je dirais, au niveau de Bruxelles. Mais si ce momentum existe, je crois que la réussite de ce plan d'action ne pourra avoir lieu que si les acteurs de l'économie sociale s'approprient aussi ces actions et construisent avec nous des projets dans les territoires, dans les régions, pour assurer son succès. Je pense que, et ça sera peut-être un de mes derniers mots, qu'il faut continuer de communiquer sur ce que l'économie sociale peut apporter pour remettre l'humain au cœur de l'économie.
Je pense particulièrement à la conférence de Strasbourg, qui sera un moment clé aussi de discussion, de débat. Je pense aussi, et j'invite les universitaires, les centres de recherche à travailler aussi avec nous sur certains projets qui pourraient être mis, je dirais, dans le cadre de notre pipeline pour réussir ce plan d'action. Économie sociale bien sûr qui est transversale, qui est diverse. C'est un petit peu aussi la devise de l'Union européenne. Nous sommes unis, je dirais, dans cette diversité. Et c'est un moment fort également pour la France, puisqu'elle a la présidence de l'Union européenne pour faire avancer certains dossiers. Le 17 février, je crois comprendre qu'il y aura aussi le secrétariat d'État qui va à Strasbourg faire une réunion avec les ministres européens de l'économie sociale. Ce sera un bon moment aussi pour réfléchir au niveau politique sur les prochaines échéances et les prochaines décisions qui pourraient être prises. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie alors pour votre écoute. Patrick, merci. Un indice que vous n'avez pas été trop long, c'est que le nombre de participants a augmenté pendant votre intervention. C'est bien. J'en suis heureux. C'est qu'ils ne sont pas partis par dépit ou désintérêt. Si vous me permettez, cet indicateur d'impact, comme on dit de plus en plus souvent maintenant dans le SS. Avant de passer la parole à Victor, on a bien vu le cadrage, les perspectives, les intentions. Je vous mentionne 2 ou 3 questions qui sont arrivées déjà dans le chat, mais auxquelles vous répondrez tout à l'heure dans la dernière partie de notre rendez-vous. Les questions: pourquoi utiliser des recommandations qui restent des incitations en termes de droit européen plutôt que des normes qui sont imposées? Question intéressante. Autre question, quand vous parlez de région, est-ce que vous parlez de territoire en général ou de région au sens administratif du terme? Et puis, un point peut-être sur lequel Victor aussi sera amené à apporter une réponse. Donc la question est la suivante. Concernant le soutien au secteur de l'ESS, sa traduction par l'abondement de crédits européens, peut-on trouver des documents avec plus d'informations sur les opportunités de financement issues de ce plan? Je pense qu'on parlera Gateway tout à l'heure et on apportera des réponses. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais oublié de le souligner. Merci. Merci beaucoup, Patrick, de ce premier temps de cadrage. On passe maintenant la parole à Victor qui va rentrer un petit peu plus dans le détail avec le brio qu'on lui connaît, à la fois de sa position de porteur de plaidoyer européen, mais surtout avec celle d'excellents experts des opportunités, de ce que peut comprendre l'ESS de ce plan d'action. Victor, c'est à toi, je t'en prie. Merci beaucoup Antoine et Patrick et à Jérôme et à ESS France en général pour l'invitation et pour l'organisation de l'événement. Je ne sais pas si je vais pouvoir être très pédagogique et aller beaucoup plus au-delà de ce que Patrick a expliqué parce que je pense qu'il a franchement très bien balayé l'ensemble du plan d'action et de ses différentes actions. Mais bon, je vais essayer d'insister sur certaines de ces actions, le chemin vers le plan d'action et aussi les suivants pas dans notre opinion. Quelle analyse nous faisons de ce que nous devons faire dans les prochaines années, dans les prochains mois et semaines. Donc, pour le plan d'action, effectivement, je pense que c'est notre première réaction à Social Economic Europe comme coupole européenne de l'économie sociale, comme organisation européenne de l'économie sociale, rassemblant, comme Jérôme l'a rappelé, les organisations nationales de l'économie sociale et aussi les organisations européennes représentant les principaux acteurs de l'économie sociale. Ça a été une réaction positive. On travaille à ce plan d'action depuis 2014, depuis les élections européennes de 2014. Effectivement, on a accompagné, on a participé dans le rapport du G16 de 2016, du groupe d'experts de la Commission de 2016. Et on a accompagné aussi à la présidence luxembourgeoise du Conseil qui avait approuvé des conclusions du Conseil, les premières conclusions du Conseil de l'Histoire en 2015, etc., etc. Donc, la première réaction est une réaction de satisfaction. Je pense que nous pensons en tout cas, et on l'a exprimé comme ça, que c'est un bon plan d'action. C'est une bonne politique publique et surtout, ça nous ouvre la porte.
Il y a une certaine ambition, il y a un horizon d'action, comme Patrick l'a expliqué, depuis 2021 jusqu'à 2030. Il y a une volonté de mobiliser des investissements au-delà de 2,5 milliards d'euros pour l'économie sociale, des investissements et des fonds en général, pas uniquement des investissements dirigés de l'argent public européen vers l'économie sociale par valeur de plus de 2,5 milliards d'euros. C'est une belle promesse de travail. De plus, la définition de l'économie sociale, qu'effectivement, ça a été un sujet dans lequel on a investi beaucoup de temps, est une définition très correcte, très en ligne avec, très positive, je dirais, très en ligne avec la loi française de l'économie sociale, par exemple, et solidaire, très en ligne avec des législations comme la législation espagnole, avec une référence aux principales formes juridiques de l'économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales, et aussi aux valeurs fondamentaux de ces entreprises et organisations. Et je pense qu'on a un bon cadre européen de ce que c'est l'économie sociale, la primauté de la personne et de l'objectif social par rapport aux bénéfices, le réinvestissement de la plupart des bénéfices et des surplus pour fournir des services aux membres dans l'intérêt collectif ou à la société plus largement dans l'objectif général, dans l'intérêt général, et une gouvernance démocratique. Par rapport aux actions, le plan d'action contient 39 actions. Et ils sont très bien, mais c'est normal aussi que le public général et nous-mêmes, comme Social Economy Europe, Patrick a un petit peu plus d'informations, nous ne comprenons pas exactement ce que ces actions veulent dire pour le moment. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est pas mal, parce que ça veut dire, et en répondant à l'invitation de Patrick, que nous avons la possibilité de définir ces actions, que la Commission nous invite d'une certaine façon à définir ces actions. Par exemple, et il y avait une question par rapport au financement. Le plan d'action indique pas mal le plan d'action est l'un des deux documents, des deux staff working documents qui accompagnent le plan d'action, indique toutes les fenêtres d'opportunités financières que l'Union européenne offre à l'économie sociale. Le InvestEU est très important. C'est un nouveau programme d'investissement. Ça n'existait pas dans le programme antérieur, donc on est dans un territoire nouveau. C'est la fusion de beaucoup d'instruments précédents. C'est la fusion du plan Juncker qui est un peu l'inspiration majeure de cet InvestEU, mais il y a aussi l'ancien EASY, qui était le programme pour l'innovation sociale et l'emploi, qui finançait et qui donnait les garanties pour les investissements dans l'économie sociale. Et il y a d'autres instruments financiers de la Commission qui viennent en InvestEU. La Commission européenne doit, en 2022, lancer de nouveaux instruments financiers dédiés spécifiquement à l'économie sociale. C'est-à-dire, le InvestEU a déjà une fenêtre où l'économie sociale est mentionnée comme priorité d'investissement. Et pas mal de nos activités sont déjà mentionnées, l'habitage, le logement, l'éducation, les services sociaux, mais aussi d'autres objectifs. Mais beaucoup de secteurs avec les énergies renouvelables, beaucoup de secteurs avec une forte présence de l'économie sociale, l'économie circulaire, etc., etc. Mais là maintenant, la Commission doit travailler à mettre en place, est en train de travailler, à mettre en place un instrument financier adressé particulièrement à l'économie sociale. Je pense que nous avons aussi l'opportunité de passer nos messages pour ce nouveau instrument financier. Un nouveau instrument financier qui sera très inspiré de ce qui a été fait précédemment par ici, j'imagine, par le programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale, donc des garanties pour des investisseurs. Les créditeurs de l'économie sociale, les créditeurs habituels, investiront de toute façon en économie sociale, mais recevront des garanties européennes, ce qui facilite un peu leur boulot et donne un peu plus de sécurité pour investir dans des projets d'économie sociale. Mais voilà, nous avons une opportunité de travailler sur ce qui a été fait dans les années antérieures, aller au-delà et améliorer. Et pour ça, je pense que nous avons d'ores et déjà l'opportunité de fournir des inputs à la Commission européenne. Donc ça, c'est pour le InvestEU. Effectivement, il y a aussi des mentions. Une autre chose que je pense que c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi la balle est aussi un peu dans notre camp et que le plan d'action est décliné dans beaucoup d'actions. Certaines de ces actions existent déjà. Et par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de financement pour l'innovation sociale et l'une des actions, c'est la création d'un centre européen pour les compétences sur l'innovation sociale. Et tout ça va accompagner d'une multiplication des fonds pour l'innovation sociale dans le cadre du Fonds social européen plus. C'est très bien. Les projets transnationaux ont déjà été financés. En France, d'ailleurs,
il y a la mise qui libère un partenariat transnational aussi avec l'Espagne et si je ne me trompe pas avec la Lettonie et d'autres pays. Bah, c'est aussi notre responsabilité de bien cartographier ce qui existe et faire le lien avec l'économie sociale comme vecteur principal d'innovation sociale. L'innovation sociale probablement nous dépasse. Le secteur public sûrement fait aussi de l'innovation sociale. Parfois, le secteur privé traditionnel fera aussi sûrement de l'innovation sociale, mais on sait que l'économie sociale, qui est l'économie de la société civile, qui est l'économie collective, est le vecteur principal d'économie sociale. Donc, faisons un bon travail de cartographier ce qui existe et aussi de mettre en commun les informations, c'est-à-dire de bien connecter nos initiatives. Parce que c'est comme ça que le plan d'action va s'implémenter, par des projets. Certains d'entre eux existent et cette information, nous avons besoin collectivement, ESS France aura besoin, Social Economy Europe aura besoin d'accéder à cette information et de la mettre en commun. Et l'innovation sociale, c'est un bon exemple. Je vais peut-être mentionner des actions que Patrick a déjà mentionnées, mais qui sont importantes. La recommandation du Conseil pour l'économie sociale et les framework conditions, les conditions de développement de l'économie sociale qui sera en principe, si tout va bien, approuvée par le Conseil en 2023 et à laquelle la Commission travaille déjà pour la proposer au Conseil. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, ça sera l'un des éléments à l'agenda de la réunion du Conseil des ministres informelle du 17 février à Strasbourg. Donc la France mettra cette recommandation du Conseil, commencera à travailler à créer un quorum et un consensus autour de cette future recommandation du Conseil. Pourquoi une recommandation? Bah, déjà, vous dire que depuis Social Economy Europe, on a proposé une recommandation. Et on a proposé une recommandation parce que légiférer sur l'économie sociale, c'est une compétence fondamentalement nationale, voire parfois régionale et locale. C'est vrai, la Commission européenne pourrait mettre en avance, a déjà mis en avance des statuts européens pour des sociétés transnationales. Ça a déjà été fait avec les coopératives. Mais au-delà de ça, finalement, le développement de l'économie sociale interpelle le droit national. L'organisation juridique de l'économie sociale interpelle le droit national. Et comme Patrick l'a dit, et c'est très intéressant, l'économie sociale en France a un régime juridique très sophistiqué. Vous êtes l'un des peu pays européens, c'est pas un truc commun d'avoir une loi d'ESS. Avoir une loi pour l'économie sociale et solidaire, vous avez une loi d'économie sociale et solidaire comme là l'Espagne, comme là le Portugal, et peu plus des lois cadres d'économie sociale. Presque tout le monde a des lois coopératives, des lois associatives, mais une loi pour l'ensemble de cette réalité, pour cette alliance qui est l'économie sociale, c'est pas si commun que ça. Donc c'est important cette recommandation je pense que c'est une bonne mesure aussi parce qu'il y a une inflation, il y a un intérêt de beaucoup d'États membres de mettre en place de nouvelles lois d'économie sociale et ça serait bien d'aller dans une direction similaire. L'Europe est diverse, les formes juridiques sont diverses, les traditions sont diverses, mais ça serait bien que l'économie sociale ne soit pas une pomme en Italie et une fraise en Lettonie, mais quelque chose de similaire. Et aussi d'apprendre des expériences des uns et des autres, apprendre des belles expériences de la loi française d'économie sociale et solidaire, etc. Et pas uniquement d'un point de vue législatif, mais aussi des politiques publiques d'accompagnement, effectivement, comme Patrick l'a dit, la question des marchés publics socialement responsables, la question de l'accès des régimes fiscaux spécifiques, des accès aux aides d'État, la question des transferts d'entreprises aux travailleurs sous forme coopérative ou sous autre forme. Tout ça, c'est des dispositifs juridiques. Des pays comme la France ont déjà un bon know-how, d'autres pays ont aussi un bon know-how. Il s'agit aussi d'établir un échange entre États membres. Et d'ailleurs, en accompagnant à la recommandation du Conseil, la Commission va organiser des webinaires déjà et des workshops depuis 2022, précisément entre fonctionnaires des différents États membres. Et j'imagine aussi que probablement ça sera ouvert à des autorités publiques subnationales. Donc, probablement ça ira au-delà parce que les compétences parfois sont régionales des États membres, précisément pour échanger, pour apprendre, pour établir un dialogue constructif et un apprentissage mutuel. Sur la question, c'est intéressant que la Commission européenne s'ouvre aussi à parler des régimes fiscaux pour l'économie sociale. C'est pas une matière simple et aussi s'ouvre à étudier un régime d'aide d'État spécifique pour l'économie sociale ou pour certaines formes de l'économie sociale. Et félicitations, amis français de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est vous que vous avez poussé ce débat en Europe.
sur un régime spécifique pour l'économie sociale dans le cadre des aides d'État par des faillites de marché dans l'accès au financement de la part des entreprises et organisations de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, dans la question des marchés publics, il va avoir effectivement aussi la Commission va continuer son travail pédagogique. La directive est là. On a déjà fait des belles choses avec la Commission européenne et en collaboration d'ailleurs avec ESS France, on avait fait un programme Buy for Social Impact, achetant pour l'impact social. Mais la Commission va continuer à faire ce travail pédagogique auprès des États membres et des autorités publiques pour avoir des stratégies de commande publique socialement responsables. Je veux pas être trop lent. Antoine, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. 10 minutes pour conclure, s'il te plaît. Ok. Donc, basiquement, l'idée, c'est le plan d'action, c'est très bien. Comme déclaration, effectivement, en 2023, on aura aussi la EU Social Economy Gateway comme fenêtre unique pour accès aux opportunités de financement européen, pas uniquement aux opportunités d'accès au financement, mais aussi aux études, aux accompagnements, à l'ensemble des politiques publiques qui font une référence importante à l'économie sociale. C'est un outil important. Effectivement, la Commission est en train de soutenir cette alliance pour les compétences de l'économie sociale dans Social Economy Europe et LEADER ensemble avec EBPA. En définitive, le plan d'action est une bonne politique publique, mais surtout c'est une invitation à l'action. Et l'action au niveau européen, et ça c'est peut-être l'expérience la plus intéressante que je peux partager, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais c'est mon expérience, l'action au niveau européen peut donner un petit peu de paresse. Et ça c'est très important. Il faut participer dans beaucoup de réunions. Parfois, on ne sait pas, Patrick, tu conviendras avec ça. Parfois, le langage de la Commission européenne et de l'Union européenne n'est pas le plus simple de l'histoire, n'est pas le nôtre, n'est pas celui-là de tous les jours. Donc, c'est un petit peu difficile, mais c'est une main tendue à faire des choses ensemble. Le pacte pour les compétences, c'est un excellent exemple. Tout le monde est invité à s'unir. Toutes les organisations sont invitées. Il n'y a pas de limite. Universités, autorités publiques, des organisations comme ESS France et similaires sont invitées à participer dans ce pacte pour les compétences pour l'économie sociale. Qu'est-ce que la Commission attend de nous? La Commission attend de nous d'avoir des engagements communs, de mettre en commun des informations, de connecter avec la réalité et savoir un peu quelle est notre stratégie pour le upskilling et le reskilling des travailleurs de l'économie sociale, des entrepreneurs, des bénévoles. Mais la Commission nous fournira aussi du soutien. Comme Patrick l'a dit, à travers du soutien pas nécessairement économique, même si aussi économique et financier. Il y aura différentes formes de soutien. Il y aura de soutien technique, mais il y aura aussi des opportunités financières sur le InvestEU et autres. Donc, finalement, dans le pacte pour les compétences, dans le Transition Pathways pour l'économie sociale, dans le InvestEU, nous devons nous engager. La Commission nous ouvre la porte. Nous devons collectivement étudier, travailler et rentrer dans cette porte qui est le plan d'action. Voilà. Merci. Merci beaucoup Victor de cette présentation, de cette invitation à l'action également et à l'engagement des organisations de l'économie sociale et solidaire. On comprend bien que tout ça n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est sans doute quelques têtes de chapitre qui sont ouvertes. On a deux questions dans le chat, je le dis pour tout à l'heure. L'une sur la programmation FSE en France à venir, où il est annoncé des baisses de crédit. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Et une autre peut-être qui méritera sans doute peut-être une explicitation et un approfondissement de votre part, messieurs, sur la question des associations dans l'économie sociale et solidaire qui sont pleinement dans le périmètre prévu par la Commission européenne et qui ont parfois tendance à peut-être se sentir un peu et à raison éclipsé par le terme entreprise sociale ou entreprise de l'économie sociale ou entreprise et organisation de l'économie sociale en fonction du lexique
qui est utilisé. Néanmoins, je crois qu'il y a quelques éléments dans le plan d'action qui n'ont pas été cités, mais qui permettront d'approfondir, je pense, fort utilement cette question qui est particulièrement aiguë. J'ai proposé à notre amie Chloé Séché pour le RTES d'intervenir. Je crois qu'elle peut allumer sa caméra si elle le souhaite et allumer son micro normalement. Je la vois apparaître. Chloé, je te laisse dire 2 mots sur ce qu'est le RTES qui appartient à une fédération qui s'appelle Rêve, qui est très très présente aussi dans l'élaboration des politiques publiques européennes. Quelle réaction inspire chez vous ce plan d'action, la présentation qui en est faite, vous les acteurs des territoires, des collectivités qui sont très souvent des partenaires très très importants de l'économie sociale? Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup ESS France pour l'organisation de ce temps et pour cette invitation. Alors juste petite précision, nous ne sommes pas membres de Rêve, qui est un réseau européen qui rassemble directement des villes et des régions avec leur écosystème. Néanmoins, nous sommes partenaires proches, mais voilà, de fait, nous ne sommes pas adhérents directs. Et donc, une complexité d'organisation de l'économie sociale, y compris dans son écosystème. Alors le RTES, donc comme le disait Antoine, un réseau de collectivités territoriales françaises qui soutiennent l'économie sociale et solidaire et qui s'intéresse à la question européenne depuis de nombreuses années, a aussi été partie prenante, comme d'autres ici, puisque membre du GSES en 2016, au moment de ce rapport évoqué par Patrick, par Victor, en la personne de Patricia Andrio, vice-présidente du RTES. Notre regard, alors en général, de toute façon, le RTES, on s'intéresse un peu à trois points qui nous semblent particulièrement importants. C'est la question de la co-construction des politiques publiques, la question de la transversalité, de la prise en compte en transversalité de l'économie sociale et solidaire, et ceci notamment dans les politiques publiques, et bien sûr la question de la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, on doit dire côté RTES que sur ces 3 points, c'est plutôt vraiment satisfaisant. En termes de co-construction, voilà, ça a été dit, mais on est vraiment content de la dynamique qui a été créée autour de ce plan d'action. Alors, elle remonte, Victor et Patrick le disaient, à 2015 voire 2014, mais peut-être plus récemment avec l'événement autour de Mannheim et puis de cette longue consultation qui a été ouverte où il y a eu la possibilité pour un ensemble de réseaux d'acteurs de se prononcer, mais aussi d'en discuter. Enfin, ça a clairement été le cas en France, soit au sein de ESS France, soit au sein d'autres organes. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. Ça permet aussi qu'on échange collectivement sur ces enjeux. Donc, on est plutôt très satisfait de cette dynamique. On espère qu'elle va se poursuivre. Et en tout cas, c'est ce qui se dessine aussi avec l'organisation de l'événement du mois de mai à Strasbourg. Et aussi, toujours pour dernier point sur cet aspect co-construction, c'est vrai que dans le plan d'action, la Commission invite les États membres et donc autorités régionales qui n'auraient pas encore de stratégie en matière d'économie sociale et solidaire, de politique globale à l'ESS, à vraiment co-construire celle-ci avec les acteurs. Et voilà, c'est pas un détail et pour nous, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Sur la question de la transversalité, là aussi, ça a été rappelé, mais il y a vraiment énormément de programmes, de l'ensemble des fonds structurels européens, d'initiatives, d'outils financiers, de stratégies européennes qui sont cités dans le plan d'action avec vraiment une volonté de mettre en évidence à quel point l'économie sociale et solidaire, ces acteurs peuvent participer à la diversité de ces initiatives, stratégies. Maintenant, voilà, toute la question, c'est concrètement comment ça se passe et on voit bien qu'il y a un enjeu effectivement à ce que nous acteurs on s'en saisisse. Aussi peut-être une question côté peut-être à Patrick Klein ou plus largement à la Commission, quelle aussi organisation pour garantir cette transversalité? C'est-à-dire, y a-t-il des référents ESS en lien avec ces différentes stratégies? Enfin voilà, je me dis, il y a peut-être aussi quelque chose il y a le rôle des acteurs, mais peut-être aussi une organisation
côté Commission européenne. Et enfin, sur l'aspect du rôle spécifique des collectivités territoriales ou gouvernements locaux, hein, ou des régions, selon la façon dont elles sont nommées à l'échelle européenne, c'est vrai qu'on voit bien qu'elles sont loin d'être oubliées, elles sont régulièrement citées dans ce plan d'action, forcément avec une reconnaissance de l'ancrage local de cette économie sociale et de sa capacité à répondre aux enjeux vraiment des territoires, aux enjeux d'actualité. Donc ça, voilà, on en est assez satisfait. On est aussi très satisfait du focus qui est fait sur le rôle peut-être spécifique et l'enjeu d'actualité de l'économie sociale et solidaire et de ses acteurs dans les territoires ruraux. Parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux là en termes de revitalisation à tout niveau de ces territoires et que les structures d'économie sociale et solidaire sont particulièrement bien positionnées pour répondre à ces enjeux, peut-être sur un aspect plus technique, mais qui concerne directement les collectivités locales, c'est sur la question des aides d'État. C'est vrai que nous, on le dit souvent à RTS, il y a vraiment un enjeu de sensibilisation sur les possibles que permet le cadre européen, qui est parfois mal interprété ou surinterprété sur les modes de contractualisation possibles entre structures de l'économie sociale et solidaire et gouvernements locaux. Et là, pour le coup, tout ce qui est indiqué en termes de formation des fonctionnaires, et effectivement, je me permets de rebondir sur ce que disait Victor. On espère que ce ne sera pas uniquement ouvert aux fonctionnaires au niveau nationaux, mais aussi au niveau locaux, parce qu'ils sont concernés directement sur cette réglementation des aides d'État. Bien sûr, on est aussi, pour nous, l'échelle européenne, c'est aussi des échanges de pratiques, de montée en compétences et d'acculturation. Donc, tout ce qu'évoquait Patrick sur les régions européennes de l'économie sociale, mais aussi les Social Economy Missions, les fonds Interreg transfrontaliers, transnationaux. Ce sont aussi des outils qui existent déjà, mais qu'il est important de mettre en avant, de développer. Et puis, autre point que nous avons noté, c'est la volonté de la Commission d'appuyer le développement dans les États membres où les écosystèmes de l'économie sociale et solidaire seraient moins structurés, d'accompagner le développement de réseaux. Côté RTS, on est en tout cas le premier, et jusqu'à peu peut-être le seul réseau national de gouvernements locaux de l'ESS, et on pense que pour la structuration d'écosystèmes, c'est un sacré point fort, et que en tout cas ça peut être là une belle opportunité que ce type de réseau se développe dans d'autres États membres. Donc plutôt un regard très positif, mais comme ça a été dit, la question est de savoir comment maintenant, quelles actions très concrètement vont être mises en place, comment nous, acteurs, nous, collectivités territoriales, mais aussi la Commission, s'en empare, quoi. Voilà pour quelques mots rapides. Merci Chloé de ces quelques mots. Avant de prendre les réactions de Patrick et de Victor, on a 2-3 autres questions qui sont apparues dans le chat que je vais formuler très brièvement et brutalement sous la forme de « et les Outre-mer » questions, donc les régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Et l'autre question, mais je suis sûr que vous aurez des réponses à apporter également particulièrement intéressantes, et les PTCE dans tout ça. Les clusters, parce qu'il se passe aussi des choses intéressantes. Je voudrais donner la parole à Sandra Guillemin pour Strasbourg, qui ne peut être là que pour quelques minutes, qui représente l'Eurométropole. Sandra, tu dois être là. Ouais, voilà, tu apparais. Tu dois nous quitter à 17h10, je le sais, parce que en tant que actrice locale, tu as un rendez-vous avec les parties prenantes de l'IAE de strasbourgeoise, si je ne dis pas de bêtises, l'insertion par l'activité économique. Je te laisse réagir et sans doute nous inviter à participer à l'action en Alsace très prochainement. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, j'ai pas mal entendu parler d'engagement. Là, j'ai entendu parler de l'engagement de la Commission européenne, l'engagement des différentes parties prenantes de l'économie sociale et solidaire. Strasbourg, nous, notre engagement, c'est régulièrement celui de la co-construction, qui n'est absolument pas un vain mot sur notre territoire, et que l'on essaie aussi de pratiquer
y compris quand on intervient à un niveau national ou à un niveau européen. Et donc, concernant cette manifestation, on a proposé que nous sommes contraints, vu les contraintes sanitaires, de reporter partiellement au mois de mai. Pour cette manifestation, on a voulu aussi agir en co-construction, et c'est peut-être là-dessus que j'essaierai d'insister le plus. Donc, tout de même, pour commencer, parler de ce report partiel dû aux contraintes sanitaires. Donc, on va maintenir plusieurs choses quand même le 17 février, parce qu'on a un secrétariat d'État qui s'est fortement engagé dans cette manifestation et qui a participé à cette co-construction, qui a des choses à dire dans le cadre de sa présidence française de l'Union européenne, qui nous a aidés, et cet événement est labellisé présidence française de l'Union européenne, ça mérite d'être souligné. Donc, on maintient les parties un peu plus institutionnelles pour ce mois de février. Donc, une réunion ministérielle qui semble visiblement bien engagée, même si je ne me permettrai pas d'en parler ici parce que je n'ai pas tous les détails. On maintient également en visio une présentation du plan d'action pour que les acteurs puissent déjà se plonger dans le bain, et puis je pense que ça permettra aux acteurs de mieux se rendre compte de ce à quoi ils peuvent participer dans le cadre de l'enquête que mène la Commission européenne sur le Transition Pathway. On maintient également la partie sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, puisque au mois de mai, il sera trop tard pour contribuer, et que ça nous semblait tous, au niveau des co-organisateurs, important que l'économie sociale puisse contribuer. Donc, pour aller sur l'événement, du coup, ce qui est reporté au mois de mai, donc les 5 et 6 mai, vous pouvez déjà noter les dates. On espère que l'information est passée dans tous les réseaux. On a donc plusieurs formats, et c'est sur ces différents formats, pour la plupart, qu'a porté la co-construction. Donc, on aura bien évidemment des plénières, d'ouverture, de clôture. On aura des grandes conférences qui sont menées sur des sujets principaux du plan d'action, comme par exemple la politique industrielle et son lien avec l'économie sociale, le Green Deal également, les financements. Donc tous ces aspects-là seront abordés. On aura également des ateliers qui se tiendront donc sur le lieu de la manifestation, et c'est sur ces ateliers qu'a porté un appel à contribution qui s'est conclu en décembre, et sur lequel on va proposer désormais du coup d'y retravailler ensemble, collectivement, plutôt par thématique. On est en train de préparer ça, et on va bientôt proposer une méthode pour que ces contributions deviennent plutôt des contributions augmentées que des contributions sélectionnées. Et puis, enfin, du fait de la co-construction, on a mis en place des espaces thématiques qui seront dédiés à des thématiques que les acteurs nous ont signalées comme étant importantes. C'est vraiment remonté de la partie co-construction de l'événement. Donc, on mettra en place un village de la jeunesse, un espace sur les transitions, bien évidemment un espace sur les fonds européens et les programmes européens, de manière à ce que les acteurs puissent à la fois se renseigner, s'informer, mais également réseauter. Une partie aussi qui concerne plus les territoires, et notamment dans le lien avec les politiques publiques, donc un peu ce que Chloé soulignait tout à l'heure, et sur lequel d'ailleurs elle s'investit tout particulièrement. Et puis enfin une partie sur les coopérations. Pour finir, nous remettrons en place ce qu'on appelle chez nous désormais les circuits touristétiques, de manière à ce que les acteurs puissent le vendredi après-midi rendre visite à d'autres acteurs de terrain au niveau de notre Eurométropole, et qui puissent échanger avec eux. Voilà pour une présentation très très succincte qui, j'espère, répond à quelques questions. De toute façon, je pense que voilà, mes coordonnées, la plupart des personnes les ont ou peuvent les faire circuler. Donc, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à nous questionner. Merci Sandra, merci beaucoup d'avoir été présente. Je mettrai dans le chat
les éléments pour s'inscrire aux futurs éléments aux futurs événements strasbourgeois qui pour certains d'entre eux seront ouverts au public. Merci encore. On sent bien que Strasbourg sera un moment important pour franchir un pas dans l'appropriation et le déploiement du plan. Messieurs nos experts, on a quelques questions qui nous sont parvenues en plus de celles de tout à l'heure que je vous livre. Une question qui vient d'une banque coopérative que je ne vais pas nommer, mais qui demande est-ce qu'il est prévu de travailler à un fléchage de la finance solidaire de l'ESS vers l'ESS dans le plan d'action de la Commission européenne. Alors, le concept de finance solidaire n'est pas forcément défini au niveau européen, mais est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Une question également sur la possibilité de consolider ce que permet notamment pour les associations l'article 107 en matière d'aide d'État dans le cadre de l'évolution du règlement général d'exemption par catégorie. Voilà les deux autres questions qui nous sont posées et puis on évoque l'idée d'une académie de l'entrepreneuriat des jeunes qui sont les acteurs impliqués sur le périmètre français, en plus des questions qui ont été posées tout à l'heure. Je pense que ça suscite pas mal de réactions, du coup, de curiosité, ce qui est quand même une plutôt bonne nouvelle. Qui veut répondre en premier? Qui veut prendre la parole? Patrick, Victor? Patrick, peut-être? Oui, je vais essayer d'être assez synthétique. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions, donc ce qui est bien, donc beaucoup d'intérêt de la part des acteurs de terrain sur ce plan d'action. Alors, je vais répondre un peu en vrac, si vous me permettrez. Pas mal de sujets qui ont été abordés. Tout d'abord, la première question sur la recommandation. Je partage tout à fait l'avis de Victor. C'est vrai, pourquoi une recommandation juridique? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que les politiques publiques en termes d'économie sociale sont mises en place au niveau des États membres, des collectivités régionales. Donc, nous, ce que nous comptons faire, c'est une recommandation pour inviter justement ces autorités publiques à prendre en considération peut-être certaines thématiques. Je l'avais souligné précédemment, je parlais des aides d'État, de la fiscalité, des marchés publics, des questions de financement. Donc tout ça, c'est une réflexion que nous lançons et nous allons travailler de toute façon en étroite collaboration avec les autorités publiques pour travailler à une recommandation qui soit la plus pertinente que ce soit, avec comme objectif donc 2023. Une question aussi, puisqu'on parlait d'autorité publique, sur la question des régions. Est-ce que c'est les régions au niveau administratif? Lorsqu'on parle par exemple des régions européennes de l'économie sociale, si vous voyez la centaine d'acteurs qui fait partie de ce réseau, quelquefois il y a des villes, il y a des régions, il y a des petites communes, donc c'est vraiment quand on dit région, ce sont donc des zones géographiques, voilà, appelons ça comme cela. Tout simplement, lorsqu'on dépose un projet, on sait que c'est une entité publique territoriale, donc qui peut déposer ce projet. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, la question des outre-mer, justement, une question intéressante. En effet, ce plan d'action, il est également pour les outre-mer. Je vais juste vous donner un exemple, encore une fois, de ces régions de l'économie sociale. On a beaucoup travaillé avec Mayotte, notamment dans le cadre de ce programme région européenne de l'économie sociale. Grâce à notre intervention, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire du réseautage, que les acteurs de terrain se rencontrent. Et j'ai cru comprendre que Mayotte avait notamment pu se mettre en relation avec d'autres régions d'outre-mer. Je pense au Groenland, je pense à Aruba, etc., pour travailler sur l'économie sociale, la question de l'économie bleue. Donc, à mon avis, c'est aussi notre rôle, je dirais,
de favoriser ce type de réseautage. On parlait des pôles territoriaux de coopération économique. Je le soulignais pendant ma présentation. Nous avons pris note de ce qui se passait en France, notamment, et se dire, mais est-ce que, et ça, on n'en avait absolument aucune idée, que se passe-t-il dans d'autres États membres aussi? Est-ce qu'on peut aussi, sans même donner le nom pôle territorial de coopération économique, se dire que ces regroupements, je dirais, d'entités, d'organisations autour d'un projet peuvent être considérés comme des PTCE, et on a pu, et Victor, je crois que tu faisais partie de ce groupe de travail, on a pu récolter, je crois, plus d'une bonne centaine, je crois, de bonnes pratiques en Europe. Notre objectif maintenant, c'est de dire à ces pôles que la Commission a mis en place une politique justement sur les pôles qu'on appelle pôles de compétitivité, et qu'elles peuvent et elles doivent se servir des instruments qui existent déjà pour travailler avec des pôles peut-être un peu plus généralistes. Donc là encore, on va continuer de travailler dans ce domaine, d'ouvrir des instruments, des politiques pour ces PTCE européens, pour qu'ils puissent continuer, je dirais, à mettre en exergue leurs bonnes pratiques, continuer de grandir, de croître, ou alors d'essaimer au niveau européen. PTCE, je continue sur un autre mot-clé qui peut être mis en relation, le mot de la ruralité. Pour nous, elle est importante parce que la Commission européenne, là encore, il y a quelques mois de cela, a fait paraître un document de travail qui s'appelle une vision, une long-term vision, donc une vision à long terme de la ruralité. Et une des principales priorités, c'est d'utiliser et de travailler avec les acteurs de l'économie sociale, notamment pour favoriser le développement rural. Il y a encore en France de très bons exemples qui existent. À nous, Commission européenne, à vous, acteurs de l'économie sociale, de se saisir justement des instruments pour montrer aussi que le développement rural est un élément important, je dirais, de la cohésion des territoires. Enfin, je prends ça, oui, l'académie, puisqu'on a parlé d'une académie entrepreneuriale. En effet, c'est un travail qui va être lancé cette année. Ce sont nos collègues de la DG aussi Emploi qui sont chefs de site sur ce plan d'action, qui vont travailler dans ce domaine. C'est de réunir, je dirais, différents acteurs autour de la table pour favoriser l'émergence et la diffusion de bonnes pratiques en termes d'entrepreneuriat coopératif, entrepreneuriat social, et aussi pour les personnes qui sont défavorisées, pour des personnes qui veulent créer, je dirais, une entreprise à vocation sociale. Enfin, je vois aussi qu'on a parlé aussi de la question des associations. Oui, bien sûr, les associations font partie pleinement, je dirais, de l'économie sociale européenne. Sans rentrer trop dans les détails, il y a actuellement des travaux au niveau de du Parlement européen, donc qui est donc un rapport, le rapport Lagodinsky aussi, pour travailler justement sur la question je dirais transfrontalière justement des associations. Là encore, un travail qui sera mené par la Commission européenne, puisque, soulignons-le, pour le moment, nous n'avons eu qu'un seul statut européen, qui est le statut européen des coopératives, malgré le fait que mes anciens collègues de l'unité économie sociale aient travaillé, je dirais, pendant des années sur des statuts européens. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès attendu. Voilà, je m'arrête là sur mes premiers commentaires.
Merci Patrick, devant de ces précisions et explicitations. Je laisse Victor dire peut-être quelques mots et réagir peut-être sur 2 ou 3 sujets. Je pense par exemple au règlement général d'exemption par catégorie où Social Economy Europe est présent, enfin à des propositions à faire ou quelques autres sujets sur lesquels je pense Patrick ne peut pas forcément exprimer et prendre position. Victor? Ok, donc premièrement, sur les associations, effectivement, elles sont mentionnées dans la définition d'économie sociale, y compris les charities qui font relation au droit anglo-saxon. Il y a aussi des actions spécifiques pour les associations dans le plan d'action. La Commission lancera une étude comprenant une analyse comparative des régimes juridiques et du paysage des associations dans l'Union européenne, qui est un peu une réponse au rapport Lagodinsky dont Patrick parlait. Et aussi, il y aura un travail sur le régime fiscal et l'accès aux aides d'État, particulièrement pour les associations et fondations. Donc, littéralement, des orientations seront publiées clarifiant les règles existantes sur le traitement fiscal des dons transfrontaliers d'utilité publique qui présentent un intérêt pour les fondations et les associations. Sur la question de l'InvestEU et de la finance solidaire, pour le moment, il n'y a pas c'est-à-dire dans le plan d'action, il n'y a pas de mention à un label finance solidaire ou à ce type d'action. Cependant, à nouveau, et c'est très important, le plan d'action est une porte ouverte. C'est à nous, c'est-à-dire la Commission a déjà fait un très bon travail. On apprécie le travail de la Commission. On apprécie le travail des personnes comme Patrick, qui sont des excellents serveurs publics, des excellents fonctionnaires et aussi des militants parce qu'ils croient au projet de l'économie sociale. Mais on ferait pas bien notre travail si on participe. Et en plus, ils nous invitent à le faire. C'est pas qu'on prend le pouvoir parce qu'on est révolutionnaire, mais on est invité à le faire. Notre travail, c'est de leur fournir des inputs. J'insiste sur cette idée. La Commission ne fera sur le InvestEU, par exemple, qui est le grand programme pour les investissements, pour les garanties dans l'économie sociale. Je suis convaincu qu'on n'ira pas pire de ce qu'on allait avec Easy. À minima, on aura un régime un petit peu mieux de ce qu'on avait avec Easy. Mais on est invité à faire le co-design. On est invité à avoir un label, par exemple, pour les institutions financières qui travaillent spécifiquement à l'économie sociale. D'ailleurs, dans le plan d'action, il est prévu de financer les intermédiaires financiers spécialisés dans l'économie sociale. Donc, mobilisons-nous. Il y a aussi un travail à faire connecté avec qu'est-ce que c'est un investissement social en Europe, la taxonomie des investissements verts et sociaux. Et le plan d'action dit que les investissements verts, la taxonomie des investissements verts, on va étudier la possibilité de que ce soit accompagné par une taxonomie des investissements sociaux. Participons à ce débat, et c'est très important, et les acteurs sont déjà mobilisés. Et si on ne participe pas, ne soyons pas étonnés que le résultat ne nous convient pas. Ça, c'est très important. Donc voilà, pensons au plan d'action comme une opportunité pour participer. Et je veux insister très vite fait sur les moyens pour y participer. Et à nouveau, les moyens pour y participer sont des canaux très établis, mais il y a aussi des canaux qui ne sont pas établis. Et en fait, ils le sont, parce que l'Europe est très participative si on se saisit des instruments. Il y a la conférence de Strasbourg qui est un moment très important pour participer et s'approprier du plan d'action. Il y a le rapport du Parlement européen que, si tout va bien, sera approuvé au mois de juin et sur le plan d'action dont le rapporteur est Jordi Cañas et qui invite aussi les acteurs de l'économie sociale à participer. Il y a déjà eu un webinaire la semaine prochaine. Il y aura d'autres webinaires dans les semaines à venir où les acteurs sont invités à s'exprimer. Mais il y a aussi il y a le Transition Pathways qui sera lancé à partir du mois de mars et dans lequel on peut réfléchir sur les transitions. Mais on peut aussi réfléchir, c'est-à-dire sur le rôle de l'économie sociale dans les transitions. Mais on peut aussi réfléchir à l'accompagnement dont nous avons besoin pour ces transitions. Accompagnement en matière d'investissement, accompagnement technique, etc., etc. Et au-delà de ça, on a plein d'autres moyens. Vous avez Patrick dans ce webinaire, ça c'est un moyen. Mais vous pouvez aussi écrire à Patrick, à sa chef d'unité, même à son commissaire et à son directeur général, et à sa directrice générale dans ce cas. Donc, utilisons tous les mécanismes, par exemple, pour être sûr de que le futur InvestEU est le meilleur instrument financier possible de l'Union européenne pour aider et promouvoir des investissements privés
dans l'économie sociale. Les fonctionnaires ne sont pas mauvais, ils le feront très bien, mais ils ont besoin de nous. Et d'ailleurs, ils nous invitent à participer. Et sur les PTCE, effectivement, il y a aussi des mentions spécifiques à l'importance des clusters de ce que la Commission européenne a appelé dans cette étude très intéressante clusters d'innovation environnementale et sociale. Et effectivement, il y a aussi, je pense, un rôle clé dans une certaine mesure, puisque la définition est floue, c'est aussi un PTCE, c'est aussi un cluster au rôle des organisations de soutien à l'économie sociale au niveau régional, comme c'est le cas des CRES, qui doivent jouer un rôle clé pour accompagner les entrepreneurs. Et sur la question de la jeunesse, à nouveau, ce sera parfois pour notre structure mentale, l'Union européenne est un peu trop ouverte. Ça ne sera pas une invitation aux organisations, ce sera une invitation même aux entrepreneurs jeunes à participer dans cette académie très probablement. Donc, soyons attentifs lorsque l'opportunité est publiée, lorsque cette académie d'entrepreneuriat jeune est publiée, et faisons en sorte que nos jeunes entrepreneurs, que les jeunes étudiants intéressés à l'économie sociale peuvent participer des opportunités de cette académie. Si je peux me permettre de compléter ce que Victor a dit. Merci, Victor. On parlait de la consultation, je crois que c'est co-création, consultation, ce sont des mots-clés justement de ce plan d'action. Je l'entendais aussi de la part de la représentante du RTES. Nous allons continuer bien sûr au niveau de la Commission européenne de travailler en étroite collaboration avec toutes les différentes directions générales pour voir où on en est sur la mise en œuvre de ce plan d'action. Il a été aussi décidé qu'en 2025, on va faire le point. C'est vrai, 9 ans, 10 ans, ça peut être long, mais qui nous dit que dans quelques années, on n'aurait pas besoin de nouvelles actions, d'une nouvelle stratégie, de réorienter, enfin, je ne sais pas. Et on va faire un rapport justement pour souligner les progrès de la mise en œuvre de ce plan d'action et peut-être indiquer de nouveaux développements. Donc c'est une co-construction, c'est pas quelque chose qui est gelé, c'est quelque chose qui aura beaucoup d'évolution. On travaille avec notre groupe d'experts officiel qui lui aussi sera renouvelé. Il ne faut pas oublier qu'on a un groupe d'experts qui existe maintenant depuis 2011 dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social qui avait été présentée à l'époque par Michel Barnier. Donc, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que nous avons un groupe d'experts que nous réunissons. D'ailleurs, la prochaine réunion aura lieu mardi prochain. Là encore, il y aura il y a eu une décision de renouveler ce groupe d'experts qui doit être aussi la courroie de transmission de la part de la Commission aux autorités de terrain, aux acteurs de terrain, mais c'est aussi un gros d'experts qui doit nous faire remonter l'information, je dirais, au niveau de la Commission européenne et de Bruxelles. Donc là encore, je parle vraiment les mots-clés, s'il fallait en trouver, c'est vraiment en coopération, ouverture, co-construction, consultation, ce qui nous a permis d'établir déjà ce plan d'action. Et bien sûr, une invitation à l'ensemble des acteurs d'être présents, de continuer de travailler avec nous sur des projets. Sachez qu'au niveau de ma direction générale, on a lancé déjà un travail sur des projets qu'on pourrait mettre en œuvre en 2023, bien particulièrement dans le cadre d'un programme de travail qui est le programme de travail de Single Market programme du marché unique. Voilà. Donc voilà. Donc c'est aussi être à l'écoute et c'est également aussi comprendre les manquements de terrain et les besoins du terrain pour arriver à quelque chose qui a de l'impact. Voilà. Merci Patrick. Je pense qu'on va s'acheminer vers il est 17h25, passer vers la conclusion de cet échange. Je voulais souligner, alors plusieurs questions ont été posées, on n'aura malheureusement pas le temps d'apporter des réponses, mais on les conserve bien précieusement
parce qu'elles nourriront nos futures réflexions et interpellations et on les relaiera. Sachez que dans les territoires, il est dans les missions des chambres régionales de l'ESS de proposer une information sur la dimension européenne de l'économie sociale. C'est dans la loi de 2014. N'oublions jamais cela. C'est souvent le premier point de contact avant d'aller chercher d'autres informations. Donc, n'hésitez pas en la matière à vous tourner vers les CRES dans vos régions. Moi, je voulais juste vous entendre peut-être en guise de conclusion, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre sur deux sujets. Le chemin de transition, puisqu'il y a un appel à contribution qui est extrêmement important jusqu'au 28 février et qui va concerner l'ensemble des réseaux qui souhaitent y participer, mais aussi pour ce qui concerne SOS France, bien évidemment, un travail avec Social Economy Europe. Et puis peut-être aussi de manière, on va dire, un peu plus prospective, c'est peut-être plus pour Victor, la question de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et peut-être de l'affirmation d'une vision politique de l'ESS dans ce domaine. Donc, je vous laisse peut-être finir sur ces deux termes en indiquant à l'ensemble des participants, puisque la question m'a été plusieurs fois posée et que j'ai malheureusement oublié de le signifier, que l'ensemble de nos échanges seront proposés sur le site internet de SS France en replay dans les prochains jours pour celles et ceux qui souhaiteraient réécouter certaines réponses. Patrick, Victor, Patrick peut-être sur ces quelques enjeux, notamment sur le chemin de transition qui est important. D'accord. Donc chemin de transition en effet important. On a lancé donc cette consultation aux parties prenantes pour comprendre justement si les différents scénarios que nous avions proposés pouvaient être être traduits en action tangible. Est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on n'a pas oublié certaines choses? Est-ce que les éléments que nous apportons sont concrets? On vous invite vraiment à répondre sur notre site internet, le site internet de la Direction Générale Marché Intérieur, DG Gros. 28 février, date pour la réponse. On va faire une synthèse et on va commencer à co-construire avec les acteurs une sorte de document, je dirais, qui sera ensuite traduit par des actions concrètes où on invitera donc les acteurs de terrain à travailler sur la transition verte, la transition écologique, transition digitale, et surtout on attend des acteurs de terrain des exemples d'expérimentation qui ont fonctionné. Il y en a énormément en Europe. J'ai eu l'occasion encore de discuter hier avec des personnes d'Allemagne qui ont mis en place en anglais Local Green Deal, donc vraiment des actions bien particulières où les citoyens travaillent avec des associations, avec des entreprises pour la transition écologique dans les villes. Donc, on attend vraiment de votre part une remontée et un travail avec une présentation finale autour de l'été avec une conférence qu'on voudrait d'une demi-journée, je crois, ici à Bruxelles, en espérant, et je croise les doigts, que la situation sanitaire s'améliore grandement. Voilà, donc en quelques mots. Donc, une invitation à du travail pour les parties prenantes. Merci. Victor, un petit mot peut-être, et puis on remerciera, on dira un mot de remerciement et de conclusion peut-être. Voilà. Donc comme les deux thèmes sont très liés. En fait, l'invitation de la Commission européenne qui commence avec cette consultation est une invitation à réfléchir ensemble sur le futur de l'économie sociale dans l'horizon 2030, non, à l'horizon 2030. Quelle transformation, quels aspects forts, quelles expériences fortes. Imaginez aussi les instruments dont nous avons besoin, et certains de ces instruments ne seront pas fournis par l'Europe, mais des alliés, par exemple. Est-ce qu'on a besoin des alliances à l'échelle européenne entre les coopératives d'énergie renouvelable ou les entreprises d'insertion actives dans l'économie circulaire? Est-ce qu'on peut acheter ensemble? Est-ce qu'on peut offrir des services ensemble? Par exemple, pensons aux plateformes de voitures électriques partagées.
évidemment, les plateformes locales sont très intéressantes, mais on a des difficultés de compétition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour additionner, pour générer des projets européens? La Commission ne nous donnera pas toujours les réponses à ça, mais nous donnera une partie peut-être des instruments. À la fin, la Commission est dans une logique de mobilisation de ressources publiques à travers le InvestEU, public et privé, mais aussi à travers des plans de relance. Et basiquement, c'est-à-dire ce qu'on doit faire, c'est notre lettre au Père Noël. D'une certaine façon, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir les transitions avec cet horizon 2030? Et le futur de l'Europe, c'est un peu la même chose. C'est la même réflexion. Mais au-delà de penser à nous, nous penserons aussi un peu à qu'est-ce qu'on apporte au projet européen. Et c'est divisé en fait le travail dans la plateforme de la Commission, dans laquelle tout le monde est aussi invité à participer dans des sections, dans des grands domaines comme le changement climatique et la transition écologique, la santé, une économie forte, mais aussi avec de la justice sociale et des emplois de qualité, la transition digitale, les valeurs, les droits fondamentaux, l'état de droit et la sécurité, les migrations, l'éducation, la culture, les sports, la jeunesse, l'Europe dans le monde et la démocratie européenne. Des aspects qui ne nous sont pas étrangers du tout dans l'économie sociale. Et donc, effectivement, on semble très probablement avec une résonance à Strasbourg, nous allons travailler avec les amis des autres réseaux, avec ESS France, avec le RTS, avec le Comité économique et social européen, à dessiner une vision de l'économie sociale pour le futur de l'Europe dans le cadre de ce processus de conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup Victor de cet éclairage. Il est 17h35, on avait prévu de vous retenir jusqu'à 17h30. Je pense qu'il est l'heure de conclure. Merci beaucoup de ces éclairages, de ces réflexions, de l'accessibilité. Je retranscris une des remarques qui est arrivée dans le chat qui dit de la part d'un militant mutualiste que l'on connaît bien. Merci pour cet échange de haut niveau tout en restant accessible et pragmatique. Bonne continuation européenne pour l'ESS. Ça me paraît être une bonne conclusion pour cet échange. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Patrick d'être venu échanger avec nous. Merci Victor de ta disponibilité. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour que quelques autres pays de l'Union européenne, si tu le veux. Et à très bientôt à toutes et tous. Merci beaucoup encore. Au revoir.